Allez, on commence s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, ECMAScript 6. Alors pourquoi ECMAScript 6? Tout simplement parce que nous allons voir AngularJS. Et donc nous voulons ne pas passer d'un seul trait de ECMAScript 5 à la fois à ECMAScript 6 et à TypeScript. Et donc alors voilà, je vais insister surtout sur les choses vraiment, donc, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je ne vais pas traiter. Qui sont spécifiées dans ECMAScript 6, mais je vais insister sur les choses dont nous aurons besoin au niveau de Angular 2. Alors donc voilà ce que nous allons voir. Donc on va voir les généralités sur ECMAScript 6 et sur l'évolution de JavaScript. Ce qui a changé donc au niveau des constantes et des variables, très important. Les fonctions, donc la notion de array function. Probablement que vous avez utilisé ça aussi au niveau de Java 8. Non? Une idée. Et donc, vous allez apprendre ça ici, et au niveau de Java, vous allez utiliser ça. Hein. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Les fonctions et les paramètres. Au niveau des fonctions et des paramètres, c'était fastidieux, l'utilisation des fonctions avec ECMAScript 5. On verra qu'avec ECMAScript 6, donc, ça devient beaucoup plus facile, relativement. Les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, c'est toujours un casse-tête parce qu'on va travailler, quand on utilise JavaScript, on va travailler avec des templates du HTML pour générer du HTML. Donc vous allez créer ça souvent avec du texte. Et le problème, c'est que quand vous créez une variable de chaîne de caractères, ça tient en une seule ligne. Et donc si vous voulez mettre ça sur plusieurs lignes, eh bien, il faut toujours faire la concaténation. C'est un casse-tête. Alors avec ECMAScript 6, vraiment, ça a résolu ce problème. Ça devient très intéressant à ce niveau. Les classes aussi. On n'a pas essayé, quand on a vu ECMAScript 5, comment comment créer, soi-disant, entre guillemets, des classes basées sur les prototypes. Et donc, pour créer une classe, etc., au niveau d'ECMAScript, il faut faire beaucoup de choses. C'est très verbose. Il faut écrire beaucoup de choses pour ça. Avec ECMAScript 6, ça devient très intuitif et ça rejoint un peu les autres langages de programmation avec l'héritage, etc. Bon. On va dire l'héritage tout court, mais c'est sûr que ça va évoluer encore. La notion d'objet, donc on a simplifié au niveau donc, de notation et de l'assignement. Comment on va assigner des variables. Vous allez voir qu'il y a des choses qui se sont donc ajoutées, qui sont des fois intéressantes. Et puis en dernier lieu, et l'un des points les plus importants, c'est la modularité et donc la notion de module. Et ça, si vous travaillez avec des frameworks comme AngularJS, forcément, il faudrait créer des applications modulaires. Et pour que ce soit modulaire, il faut que ce soit dans plusieurs fichiers, etc. Et donc, on va voir cette notion tout à fait à la fin. Alors, donc, au niveau des généralités, ici, on en a parlé. Donc, ECMAScript 5 ECMAScript 6 est un superset de ECMAScript 5. Et c'est-à-dire que si vous écrivez du ECMAScript, tout ce qui était dans ECMAScript 5 va rester toujours valide. Et donc, on va traîner encore des boîtes de conserve avec nous. Il y a des choses qui sont vieilles et qu'on va traîner. Et donc, il faut savoir prendre les bonnes parties des choses. Hein. Et puis, après, vous avez TypeScript. Alors, moi, pourquoi on fait ECMAScript justement pour ne pas faire le saut directement à TypeScript. Parce que si vous faites ce saut directement, vous n'allez pas savoir qu'est-ce que vous utilisez au niveau de ECMAScript 6 et qu'est-ce que vous utilisez en réalité au niveau de ECMAScript 5. Et là, je pense que probablement, ça va... Oui? Oui, la notion d'héritage, on va le voir tout à l'heure. D'accord. Voilà, donc, et puis après, donc, quand on verra AngularJS, on le fera directement avec ECMAScript 6. Parce que là, vous allez apprendre la différence très rapidement. Alors, bien sûr, est-ce que tous les browsers prennent en charge maintenant ECMAScript 6? Question que je vous pose. Est-ce que les browsers actuels prennent en charge ECMAScript 6?
Pour la plupart, oui. Non, ce n'est pas question d'Angular. Angular, quand vous allez travailler avec Angular, il faut toujours compiler avec ECMAScript 5. Il faut transpiler, on dit. On va convertir le code à la version ECMAScript 5 pour qu'on soit sûr que ça marche sur tous les browsers. Mais je vous ai mis ici un lien. Alors, pour les slides, je les ai ici dans es6.dive.net. Vous pouvez y accéder. Et donc, le lien, ça mène vers ça. Ici, et donc là, vous avez l'état actuel et ça se met à jour. Et donc, si vous regardez par rapport donc ici aux différents browsers, vous allez vous rendre compte que déjà, par exemple, si je prends mon browser, celui-ci, dans lequel je suis maintenant, c'est Google Chrome. Eh bien, si je défile un peu, c'est la colonne que j'ai ici à gauche. Eh bien, si je défile, pratiquement tout est en vert. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, pratiquement tout est en vert. Ça veut dire que ECMAScript 6 est pratiquement complètement implémenté, on va dire, au niveau de Google Chrome. Et si vous prenez pour les Firefox, pratiquement aussi. Pour d'autres browsers ici, Edge de Microsoft aussi, etc. Donc, mais il y a encore des vieux browsers qui ne sont pas représentés ici. Et si vous voulez créer une application qui fonctionne un peu partout, ben, il faut quand même s'assurer que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on va transpiler. Mais il y a une chose dans cette page qui n'est pas indiquée, c'est la notion de la modularité, on en parlera tout à l'heure. La notion de modularité, il n'est pas encore pris en charge par aucun des browsers. La notion de module. D'accord? Alors voilà, donc ici, si vous voulez voir. Alors ici, vous avez les transpilers. Ce sont donc, si vous voulez, des outils qui vont nous permettre de transpiler ECMAScript 6 vers ECMAScript 5. Et en haut ici, vous avez donc aussi ECMAScript 6. C'est le standard, on l'a changé le nom. C'est ES 2015. Et vous avez la version ES 2016, etc. Et chaque année, on va ajouter donc une nouvelle version. Et ça va évoluer vraiment, vraiment très vite, donc le standard. Alors ici, donc, si vous pouvez aussi jeter un coup d'œil, si vous voulez, sur ECMAScript 2016, ce qui a été ajouté après ECMAScript 6. Vous allez voir que mon browser encore, il prend en charge la plupart de ces choses. Mais par contre, les autres, il faut attendre. Autrement dit, donc ici, nous, pour tester, on va tester ici, au niveau de notre browser, dans un premier temps. Sauf que pour les modules, où on va avoir besoin de transpiler, vraiment. Alors, donc, voilà. Maintenant, pour créer une vraie application, vous n'allez pas programmer, vous pouvez programmer en ECMAScript 6, mais il faut transpiler. Quand vous aurez fini, vous transpilez ça en ECMAScript 6. Ben, il vous faut un transpiler. Et donc, alors, il y en a, le plus connu, le plus populaire, c'est Babel. Donc, j'ai mis ici les liens, vous pouvez aller visiter les sites, voir un peu ce que fait Babel, etc. Et puis, vous avez ici Tracer aussi qui permet de faire ça. Mais si vous avez un projet qui est modulaire dans lequel vous avez plusieurs fichiers que vous utilisez, eh bien, la notion de module n'est pas prise en charge. Il faut utiliser un autre outil qu'on appelle un bundler. Et donc, l'un des bundlers les plus connus, c'est Rollup. Ça s'appelle Rollup. Et donc, ça vous permet, à partir de plusieurs fichiers, vous lui donnez le premier et il va parcourir ces fichiers, etc., pour vous générer un seul fichier à la sortie. Donc, je continue. Alors, est-ce que j'ai remis ça? Et ça marche. Alors, donc après ça, alors, on va commencer donc, à tester, s'il vous plaît. Et donc, j'ai lancé, je pense. Hein, donc, je vérifie quand même. Est-ce qu'elle tourne? Oui, elle tourne. Donc, alors, la première des choses, donc, c'est les variables. Et ça, c'est vraiment, je pense, ça peut paraître très petit, mais ça a évolué énormément ici, à ce niveau. Donc, pour tester ça, vous pouvez utiliser juste la console. On a l'habitude, donc, quand je vous fais le cours, je fais ça. Var A égale 23, et des choses comme ça. Je peux continuer à faire var A égale encore 34, et pas de problème, je lui dis A, il me dit la valeur de A. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré deux fois la variable A. Et ça, c'est très mauvais.
Alors avec ECMAScript 6, eh bien, en général, vous allez utiliser plutôt let. Et on va voir un peu qu'est-ce qu'elle va apporter. Si vous faites let a égale 23, et déjà il me dit qu'il y a un problème. Parce qu'il sait qu'il y a déjà une variable a qui a été déclarée. Est-ce que vous voyez? Et si je fais ici let b égale 23, il va l'accepter. Si je lui dis encore une fois let b égale 34, il ne va pas m'accepter ça. Encore une fois. Donc ça, c'est déjà un petit chouïa sur les variables. Vous avez aussi la notion de constante. Pour déclarer une constante pi, par exemple, égale 3.14. Et là, je déclare ma variable. Si je fais pi égale, j'essaie de lui affecter quelque chose, il ne va pas accepter. Et donc, vraiment, là, on est dans la vraie programmation qu'on a l'habitude de faire avec d'autres langages. Et là, ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Alors, il n'y a pas que ça. Donc, je reviens au slide ici. J'ai pris des exemples ici. Par exemple, je fais une boucle. Je fais ça for, et puis à l'intérieur de la boucle, je fais let i égale 0, i inférieur à 10, i plus plus. Et à chaque fois, j'affiche. Alors, j'ai déclaré déjà une variable ici. Alors, je ne sais pas, est-ce que je l'ai déclaré? Non. Regardez, à l'intérieur de la boucle, j'ai déclaré une variable j. Et dans j, je fais 2 fois i. Alors, si j'exécute ça, qu'est-ce que ça va m'afficher? Eh bien, ici, pour j, ça va m'afficher la dernière valeur, c'est 18. Mais pour i, il n'est pas accessible à l'extérieur de la boucle. Hein? Voilà, donc ça nous permet de déclarer des variables au niveau du bloc. Je l'ai écrit ici, à la portée du bloc. Et vraiment, ça rend les choses très, très intéressantes. Ça va, ça? Hein? Alors, on fait un premier exemple pour voir un peu l'étendue de ça. Hein. Donc, je prends ici, on écrit du JavaScript directement ici dans une page web normale. Et donc, si je reprends cette boucle, alors ça ne veut pas partir. Merci. Donc, je reviens vers le browser, je copie ça, juste pour éviter de ne pas réécrire. Alors, je fais CTRL-C, CTRL-V, ça ne veut pas. Bon, c'est pas grave. For let i égale 0, point virgule, il n'accepte pas déjà. Hein? I doit rester inférieur à 10, point virgule, i plus plus. Ça, c'est ma boucle. Et bien sûr, il n'accepte pas ça, c'est juste l'éditeur. Lui, donc pour lui, il ne connaît pas let. Bien sûr, donc quand vous allez développer avec ECMAScript 6, ben, il faut le lui dire à votre éditeur, il faut lui dire, moi, je veux travailler avec ECMAScript 6. Et comme ça, il va arrêter de vous faire ce genre de problème. Alors ici, donc, je fais ici console.log i. Enfin, pas i, donc ici, je reprends exactement le même exemple. Var i, j égale à i fois 2, par exemple. I fois 2. Et je sors ici, je fais console.log j, et puis i. Et puis j'exécute ça. On exécute ça, et puis on va voir au niveau de la console, puisqu'on a utilisé que la console. Vous voyez déjà, il y a une erreur. Donc vous voyez le 18, c'est celui du j que j'ai déclaré à l'intérieur, et il est reconnu à l'extérieur. Hein? Et donc, souvenez-vous, donc on avait dit que var, comme mot-clé, la portée de var, c'est uniquement les fonctions. Vous sortez de à l'intérieur de la fonction. Vous pouvez mettre autant de blocs que vous voulez à l'intérieur de la fonction, avec toutes les structures que vous connaissez. C'est transparent à tout ça. Par contre, let, maintenant, ça devient vraiment très, très... Donc, chaque fois que vous avez un bloc, c'est reconnu à l'intérieur de ce bloc. Alors, ici, les trucs qu'on va avoir très souvent, imaginez ici que je vais afficher le i, mais je vais l'afficher de manière retardée. Je vais faire ici 7. Alors, je vais commencer par le faire avec var. Je fais ici set timeout, que vous connaissez. D'accord? Je vais appeler une fonction. Et dans ma fonction, je vais faire console.log et je vais loguer le i.
et j'enlève ça. Et donc, ça va me loguer le i après, après ici une certaine durée, après 1 seconde. Ça va, c'est bon? Donc, on exécute ça. Il n'y aura pas de problème, donc ça va loguer après 10 secondes. Mais qu'est-ce que ça m'a logué? Ça m'a logué la dernière valeur. Alors, pourquoi? Parce que la fonction que j'ai passée à set timeout, elle est appelée uniquement après, il est appelé 10 fois. Ah, il est appelé 10 fois, vous êtes d'accord? Dans la boucle. Mais la fonction que j'ai passée, elle va être appelée après 1 seconde. Et après 1 seconde, eh bien, il va aller lire la variable i, il va trouver la dernière valeur qui est dedans, c'est 10. D'accord? Maintenant, si je modifie ici, au lieu de var, je mets ici let, eh bien, les choses vont changer. C'est-à-dire, ici, chaque tour de boucle, vous prenez la valeur de la variable et ça reste, vous avez une portée à part dans chaque tour de boucle. Vous avez pigé un peu. C'est-à-dire, c'est comme si nous avons 10 portées différentes. Parce que la fonction que j'ai passée ici, à timeout, il sera appelé après 10 secondes. Mais ma boucle ici, les 10 tours de la boucle, ils sont passés en quelques microsecondes. Les 10 tours. D'accord? Mais l'appel de la fonction, il va se faire après 1 seconde. Et quand j'utilise la variable, eh bien, je vais utiliser la valeur de la variable à ce moment-là. C'est-à-dire que, en réalité, pour chaque tour de boucle, vous avez un scope. Vous êtes d'accord? Vous avez un scope unique. Enfin, unique. Tout à l'heure, quand on avait utilisé var, on avait le même scope pour tous les 10 tours de la boucle. Ça change complètement. Ah, voilà, donc ici je continue. Ça c'est pour les variables, il n'y a pas de problème. Donc pensez à utiliser let au lieu de var. Donc voilà, c'est plus pratique. Alors, donc ici, pour les fonctions, alors vous avez ça c'est une grande évolution. Bon, pas évolution, enfin oui, donc on va dire évolution, pas une révolution. Parce que ça c'est connu dans d'autres langages. Surtout Scala utilisait ça depuis longtemps. Et après, il a été suivi par Java avec les fonctions lambda. Et maintenant, c'est le tour de JavaScript, hein, qui est beaucoup plus adapté donc, à la programmation fonctionnelle, relativement à Java. Et donc, alors, les fonctions, regardez la syntaxe ici, c'est vraiment très, très pratique. Je fais ici let a. Alors, on n'a pas de manière pour définir une fonction comme en lui donnant un nom directement, comme function f2. On n'a pas ça. Et donc, on crée notre fonction, on l'affecte à une variable. C'est ce que je fais ici. Je fais let add égale, et là, ce que je mets entre parenthèses, c'est les paramètres de la fonction. Et puis, on met une flèche égale, supérieure, et là, le corps de la fonction. Et le corps de la fonction ici, je fais a plus b, automatiquement, si vous ne mettez pas les accolades, ça va faire un return. Mais il faut que vous ayez uniquement une seule instruction. Si vous en avez plusieurs, il faut que vous mettiez le point-virgule. Ou vous retournez à la ligne. Et à ce moment-là, il faut absolument mettre les accolades. Et si vous mettez les accolades et vous voulez retourner quelque chose, il faut mettre le mot-clé return. Si vous ne mettez pas le mot-clé return, ça va retourner undefined. D'accord? Parce que ça retourne toujours quelque chose. D'accord? Alors ici, ça va retourner a plus b. Donc là, j'ai défini la fonction add. Pour appeler ma fonction, je fais add de 3,5 par exemple. Ça va me faire la somme. Oui, regardez encore l'utilisation, et là c'est vraiment très très... Hein. Quand on passe les fonctions comme callback, il y a beaucoup en JavaScript, comme dans tous les langages fonctionnels, souvent on passe des fonctions en paramètres. Et donc ici, j'utilise la méthode de array, la méthode map, qui me permet de traiter tous les éléments d'un tableau et de retourner un tableau, que je récupère ici dans double. Et donc ici, je lui passe une fonction. Pour chaque élément, ici, que je mets dans V, j'exécute 2 fois V. Je retourne 2 fois V. Vous voyez comment c'est condensé? Et là, ici, le paramètre, c'est V de la fonction. Et le corps, c'est après le égal supérieur. C'est pour ça qu'on appelle ça arrow function. Ça vient de ça. Arrow, hein, flèche. D'accord? Arrow function. Et donc, alors, si j'exécute ça, c'est vraiment très, très... Donc, ça va retourner quoi, à votre avis? Ça va retourner un tableau. Ça va retourner un tableau qui contient les doubles. Donc, ici,
Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai moi avec le copier-coller aujourd'hui. Alors, j'étais où? J'étais dans mes slides. Voilà, j'étais ici. Alors, copier. Et là, on va coller quelque part, ici. CTRL V, voilà. Alors, si je fais ici doubles, ça va me retourner les doubles de fonctions. Et la fonction qui s'était exécutée pour chaque élément, c'est ça. Alors, le seul cas où, pour les paramètres, on ne met pas les parenthèses, c'est quand vous avez un seul paramètre. Si vous avez 0 paramètres, on met les parenthèses vides. Si vous en avez plusieurs, forcément, il faut les entourer par paramètre, par parenthèse et les séparer par virgule. Un exemple, c'est encore comme le cas de tout à l'heure. Regardez les deux exemples ici. Je fais documents.body.add-event-listener. J'ajoute un événement click au body. Et quand le clic se produit, j'appelle la fonction. Alors maintenant, j'utilise function dans l'ancienne version de JavaScript. Vous pouvez toujours l'utiliser avec ECMAScript 6. Ça a été retouché aussi, cette fonction, comme ça. Mais ici, si vous utilisez function, et je fais comme tout à l'heure, set timeout, on aura le même problème que tout à l'heure. Ici, je fais, regarder, function console.log this. Et là, c'est un problème de contexte. C'est quoi le contexte de this ici? Ah, c'est l'élément sur lequel on a cliqué. Bon. Donc ici, c'est le body. C'est ce que vous imaginez. Donc ici, je le fais ici. Et quand je clique sur body, alors voilà, ici, vous voyez qu'est-ce que j'ai comme objet ici? Après une seconde, c'est window. Un problème. Et ça, c'est un problème qu'on a souvent. Alors, comment on corrige ce problème? En écrivant ici, au lieu d'envoyer this, voilà ce qu'on fait. On fait ici var, je suis ECMAScript 5, var, et on appelle ça this égale this. Vous voyez, quelque chose comme ça? Ou la mi égale this. Et ce que je passe ici, c'est mi, ou ici c'est underscore this. Parce que ici, c'est le même truc de tout à l'heure quand j'ai fait les boucles, vous vous souvenez? Problème de i. Quand j'avais fait let i, var i, c'est à peu près le même problème. Mais ici, avec le contexte de this, quand j'appelle la fonction, quand j'appelle cette timeout, qui va exécuter plus tard la fonction que je lui passe en paramètre, au moment où il va exécuter ça, pour elle, le this, le contexte dans lequel il va exécuter, ça va être window. Et non plus dans le contexte de mon événement qui est ici. Et donc, pour avoir le contexte de l'événement, ben ici, il faut utiliser plutôt les fonctions arrow. Et ça, là, ça résout énormément le problème du contexte. Et si vous lisez le code, d'ailleurs, quand on va transpiler, si vous écrivez du code comme ça ici, pour résoudre ce problème, voilà la solution. C'est exactement la même chose. Mais, sauf qu'on utilise la syntaxe arrow function. C'est la même chose. Mais quand vous faites ça, le this que vous avez ici, ça va être exactement HTML body element. Ça va être l'élément sur lequel on a appliqué l'événement. C'est pas la peine qu'on teste. Si. Allez, on teste. Il s'agit de copier-coller. Donc, je reviens ici, je réactualise pour enlever l'événement de tout à l'heure. Je fasse ça et je colle le nouveau code. Et quand je clique ici, après une seconde, on devrait avoir ici, c'est body et non plus. Et qu'est-ce que j'ai changé? Tout simplement, j'ai utilisé arrow function au lieu de function. Voilà, donc voilà, les fonctions sont très importantes. Aussi, les fonctions, et ça c'est une nouveauté, ils peuvent admettre des paramètres par défaut, enfin des valeurs par défaut. Pour les paramètres. Si je fais add, la fonction que j'ai définie tout à l'heure ici, ben, il faut que je passe les paramètres. Si vous ne passez pas les paramètres, le A et le B vont être undefined. Vous êtes d'accord? Alors ici, vous pouvez donc ne pas passer de paramètres. Et si vous ne passez pas de paramètres, les valeurs, donc ça va prendre des valeurs par défaut. Ici, c'est 0. Donc je peux appeler ma fonction add tout court. Et ça va retourner 0. Vous êtes d'accord?
Très pratique ça. Vous avez ça aussi, le nombre de paramètres inconnus. Notation 3 points et vous mettez le nom de votre paramètre. Et à l'intérieur de votre fonction, vous pouvez utiliser x ici donc ça va être un tableau qui représente tous les paramètres qui sont passés. Ça va? Donc on teste ça. CTRL-C. Ma fonction ici, addAll, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, je lui passe n'importe quel nombre de paramètres, donc addAll, et donc je lui passe par exemple ça, et ça va faire la somme de tous ces paramètres. Si j'ajoute d'autres paramètres, quel que soit le nombre de paramètres que vous passez, il va les ajouter. Et qu'est-ce que je fais ici? Je parcours, X ici, ça va être un tableau de paramètres. Je le parcours. Alors, function. Si on utilise function, si vous utilisez function comme avant, eh bien, vous avez aussi ces bonus dans function. Les bonus de paramètres. C'est-à-dire, vous utilisez function arrow, comme ce que j'ai fait ici, ou vous faites ça, eh bien, vous pouvez faire ça aussi au niveau des fonctions. Là, je donne un paramètre par défaut, et là, j'utilise ici plusieurs paramètres inconnus. Ça, c'est important, s'il vous plaît. String, chaîne de caractères en JavaScript, on met les guillemets ou les codes tout simplement. Mais si vous voulez mettre plusieurs lignes, ben, il faut faire la concaténation. Vous ne pouvez pas écrire une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. Et donc avec JavaScript, ECMAScript 6, vous avez la possibilité de le faire, mais avec un autre caractère maintenant. On appelle ça le backtick. Backtick. Et donc ici, vous pouvez écrire une chaîne de caractères. Let S égale. Et backtick, alors c'est Alt G7. Si vous avez un clavier AZERTY. Et donc alors, vous pouvez écrire, donc ici, le monde, je reviens à la ligne, et je reviens à la ligne, et beau, et je ferme. Et si je fais S, comme chaîne de caractères, le monde est beau. Et ça prend aussi, ça garde les retours à la ligne, etc. C'est vraiment très intéressant. Ça, c'est un truc que vous allez utiliser. Et vous allez l'adorer, surtout avec AngularJS. On a souvent besoin de passer donc, un template. Et j'aime pas donc avoir moi des balises, écrire des balises sans revenir à la ligne. Écrire tout ça dans une seule ligne. Ou alors, il faudrait faire la concaténation. Toujours var plus égal, pour pouvoir continuer. Alors ici, donc, ça, vous avez la deuxième des choses. Ici, vous avez l'interpolation de chaîne de caractères. Vous pouvez utiliser une variable à l'intérieur de votre chaîne de caractères. Et ça, vraiment aussi, c'est très intéressant. Autrement dit, si je déclare ici var a égale, je sais pas moi, donc n'importe quoi ici, Momo. Je fais ici, je prends notre chaîne de tout à l'heure S et je la réécris. Mais maintenant, si je fais S égale, est-ce qu'il va m'accepter ça? Let S égale. On avait déclaré, donc ici, je vais appeler ça S1. D'accord? Et à l'intérieur de ma variable ici, eh bien, $, on utilise $ et les accolades. Et je peux référencer une autre variable. Ah, vous pouvez même mettre ici toute une expression ici à l'intérieur. Je peux mettre une boucle for si je veux. Une boucle for à l'intérieur. Ouais. Mais l'essentiel, c'est que le traitement que vous faites, ça doit retourner une chaîne de caractères. Et donc, autrement dit, si je vous dis je mets une boucle for, ben, on peut appeler une fonction tout simplement. Si je vous dis ça, je pense que vous allez tout accepter. J'appelle une fonction qui retourne une chaîne de caractères. Et cette fonction, ben, elle peut faire n'importe quoi. Elle peut se connecter à Internet, récupérer un truc et me le mettre ici. D'accord? Alors voilà, donc si je fais ça, donc si j'écris maintenant S1, on va voir ici le monde est Momo. Voilà. Alors ça, je vous rappelle, donc ici, retenez ça bien. Backtick.
Backtick, c'est Alt G7. Et les classes. Alors, les classes. Et donc, je pense ici, on va lire tout simplement. Hein. Et on va voir un peu la différence par rapport aux autres langages que vous connaissez. Donc, vous avez classe, personne. Là, il n'y a pas de problème. Et constructeur, il n'y a pas de problème. C'est le constructeur. C'est-à-dire, quand vous vous appelez et vous faites new person, c'est cette fonction que vous appelez. C'est cette méthode que vous appelez. D'accord? Et donc, ici, mon constructeur, il admet un paramètre. Ici, c'est name. Et alors, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? Il fait, regardez, this._name égale name. Alors, est-ce que this._name est défini? Eh bien, c'est là où on le définit. On est en train de le définir. Donc, les attributs, est-ce qu'on peut définir des attributs directement? Eh bien, non. Est-ce qu'on peut définir des attributs pour notre classe directement? Eh bien, non. Mais on peut créer des attributs en faisant des getters, en créant des getters et des setters. D'accord? C'est ce qu'on a en bas. Regardez en bas, vous avez get espace name. Et là, c'est le getter. Et vous avez return this._name. Et vous avez au-dessous set name. Ça, c'est des choses que vous allez refaire très souvent. Ça. Set fonction name qui admet un paramètre. Hein, et donc là, c'est le setter. Et qu'est-ce que je fais? This.name égale. Et puis j'ai une fonction qui s'appelle say hello. Et j'ai utilisé la notation, donc ici avec les backtick, vous avez return hello de $this.name. Mais le this.name que j'utilise à l'intérieur, est-ce que c'est l'attribut? Est-ce que c'est l'attribut que j'utilise à l'intérieur? Comment il s'appelle l'attribut? J'ai combien d'attributs dans ma classe? J'ai un seul, il s'appelle comment? Underscore name. Et donc là, le this.name que j'appelle là, c'est le getter. Vous voyez, mais le getter, il ne faut pas mettre les parenthèses. Ouais? Ah, vous déclarez là où vous voulez. Ah, on va faire du copier-coller. CTRL-C. Et sa question, il est légitime. Où on va déclarer ça? Bah, vous le déclarez dans votre fichier. Ah, l'attribut? C'est ici. C'est là. Vous pouvez créer une fonction pour le déclarer. Dans une fonction donnée, vous voulez ajouter un attribut, vous l'ajoutez. Et donc, la plupart du temps, si vous voulez des attributs, vous les créez comme ça dans le constructeur. Parce que de toute façon, votre constructeur, il sera appelé au début. Et donc, c'est l'initialisateur de votre classe. Donc, c'est là où on va le faire. Oui? Ah oui, oui. La question, est-ce qu'on peut ne pas... c'est ça. Est-ce qu'on peut ne pas utiliser l'underscore? Ben oui. Mais seulement, il va y avoir un conflit. Parce qu'avec les getters et les setters, je peux l'appeler n ou autre chose, sans underscore. Mais c'est juste une convention, l'underscore, s'il vous plaît. C'est juste une convention pour vous. Quand vous mettez underscore, pour vous, ça veut dire c'est privé. Mais pour vous. Mais pas pour JavaScript. C'est public, on va le voir maintenant. J'ai copié ça à la classe. Et ma classe ici, je l'ai, s'il vous plaît. Je fais let, ça c'est personne, égale new person de Toto. OK? New person de Toto. Donc si je fais P, eh bien ça me donne ça. Person underscore name. Voilà. C'est-à-dire que, mais si je fais P.name, tout court, eh bien ça va me donner Toto. D'accord? Si je fais P.name égale Fifi, ça va, là j'ai modifié. J'ai utilisé ici le setter. Vous voyez les propriétés ici? P.name, si vous l'utilisez en lecture, c'est le getter. Là c'est le getter, là c'est le setter. D'accord? Alors s'il vous plaît, oui? Ah oui, il est public, oui. Donc, c'est-à-dire, autrement dit, ce que dit votre camarade maintenant, si vous dites ici name égale, on va mettre qui? Gogo. Et donc ici, si je fais P, vous voyez que ça a changé, c'est Gogo. Ça veut dire que l'attribut underscore name, il est toujours public. Il n'y a pas de compilateur ici, hein. Il y a un interpréteur JavaScript. Mais bien entendu, même s'il s'agit d'un interpréteur JavaScript, vos variables ici, ils restent publics. Donc maintenant, pour vous, vous mettez underscore, ça va vous prévenir, vous, de ne pas utiliser directement, comme ça,
une variable qui, pour vous, il est privé, c'est tout. Il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà, alors par contre, j'ai aussi p.sayHello, la fonction, et donc ça me dit hello Google. Voilà. Ça va pour les classes, donc c'est tout ce qu'il y a pour les classes. Enfin, pas pour toutes les classes, mais déjà ça, c'est pas mal. Alors, il faut savoir que, donc ici, si je prends, si je reviens ici, si je lui dis, alors c'est où mon truc qu'on a fait ici? Si je lui dis P, alors P, il s'agit d'un objet de type personne. Vous voyez, c'est un objet de type personne. Si vous dites P.__, proto, si vous vous souvenez, donc proto, le parent, c'est objet. Et donc, le parent qui est objet, il a des attributs et des méthodes qui sont déjà là. Alors, il y a des méthodes que vous pouvez surcharger, comme par exemple toString. Hein? Donc, si vous surchargez toString, ça va vous permettre d'écrire par exemple P plus une chaîne de caractères comme ça. Quand vous faites ça, vous voyez, ça c'est mauvais ça. Ça c'est la valeur par défaut qui est définie dans object, dans toString de object. Mais vous, dans votre classe, vous pouvez surcharger la méthode toString pour qu'il vous écrive que ça, il s'agit d'une personne ayant le nom Toto. D'accord? C'est plus sympathique. Voilà. Alors, après, donc, au niveau des classes, vous avez aussi donc, l'héritage. Donc, c'est ce qu'a demandé votre camarade, l'héritage. Donc, ici, extend. Je crée une classe employé qui est en personne. Et je fais ici, regardez le constructeur, j'ajoute pour un employé, il a un ID et il a un nom. J'appelle super de name, la classe parente, et j'ajoute un attribut ici, underscore ID, qui pour moi, il est privé. Pour moi, pas pour JavaScript. Je fais say hello. Je réutilise, regardez, je réutilise la fonction du parent, super.sayHello, plus j'ajoute ID, machin. D'accord? Et je fais ici getID, je fais juste un getter, parce que je suppose que si vous donnez un ID, il ne faut pas le modifier. D'accord? Donc on va pas mettre un setter pour eux. Et ici, j'ai ajouté toString, donc là, j'ai redéfini la fonction toString pour... ça va? C'est bon? On peut tester ça aussi, puisqu'on a déjà la classe parente qui est déjà définie, qui est déjà chargée ici. Donc, je peux faire ça et exécuter et écrire var p2 égale new person. Alors, il faut lui donner un ID, virgule, et puis un nom. Ah, employé, oui. Donc, c'est employé. Employé. Et si je dis P2, il va s'agir d'un employé qui a deux attributs. Quand je vois les underscores, pour moi, c'est privé, qui ne sont pas vraiment. Si je dis P2.name, eh bien, alors, .name, il va me donner le nom ici qui est Toto. Si je dis P2.id, et là, pour moi, il va me donner 4. Mais si je lui dis .id égale à 34, et ici, donc... c'est ça, j'ai fait ça. Bon, il m'a dit ici, il m'a retourné 34. Alors je lui dis P2.id. On va se rendre compte qu'il n'a pas modifié donc notre attribut. Et donc je vais pas utiliser ici donc les underscores, je vais utiliser les propriétés que moi j'ai définies avec les getters et les setters. Et puis j'ai aussi donc P2. Si je fais ici plus, alors plus chaîne vide, c'est juste, je fais une concaténation, comme ça il va traduire ça en chaîne de caractères, et donc il va appeler automatiquement toString, et vous voyez ici toString, employé, machin, etc. Ça correspond à la méthode que j'ai définie ici, toString. Ça va? C'est pas très compliqué. Alors, les objets, c'est bon pour les classes. Les classes, on va les utiliser dans Angular. Chaque fichier, vous allez avoir une classe. Et donc, ce qu'on vient de voir ici, ça va être récurrent. Je crée des méthodes, etc. Mais ça peut arriver à avoir des objets littéraux, des objets littéraux, concrets. Var A égale, vous ouvrez les accolades et vous créez votre objet. Alors, au niveau de ECMAScript 6, on a vraiment des trucs vraiment très intéressants. Regardez, je déclare une variable A égale 23, B égale true.
Et je vais créer un objet avec ces deux variables. Eh bien, je fais ici letState égale, j'ouvre la parenthèse, l'accolade A virgule B. Et j'ouvre l'accolade et je mets A virgule B. Il n'y a pas de on ne connaît pas cette syntaxe au niveau d'ECMAScript 5. Si vous faites ça, il faut mettre A deux points et mettre la valeur. Eh bien, le fait de faire ça, eh bien, il va prendre ici et il va vous générer ça. C'est comme si vous faites ça avec ECMAScript 5. Vraiment très pratique. Et donc, cela produit un objet comme ça. C'est pratique. Ça va? La même chose pour les méthodes. Pour les méthodes, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, si vous devez définir une méthode, vous mettez le nom de la méthode dans l'objet, hein, votre méthode, vous mettez deux points et vous affectez function. Au lieu d'affecter comme ici 23 au true, vous affectez une fonction. Eh bien, au niveau de ECMAScript 6, ça vous revient vraiment, ça devient très pratique. J'ouvre les accolades. Là, je suis en train de créer littéralement mon objet. Ma méthode ici s'appelle pluralize, hein, c'est rendre au pluriel. Hein. Et donc, je lui passe comme paramètre Word, et ça va retourner Word plus S, hein, dans le pluriel. Et ça, donc, tous les exemples que j'ai mis ici, vous pouvez les tester. Donc, j'utilise ma fonction pluralize, enfin mon objet, qui se trouve dans ma librairie. Donc, je vais l'utiliser, c'est lib.pluralize. Et vous lui passez, je ne sais pas moi, ici book, et ça va vous retourner books. Ah, très, très bonne fonction. Ça va? Mais ici, ce n'est pas pluralize qui est intéressant. C'est la syntaxe. Le syntaxe, parce qu'avant, c'est vraiment de point, function, etc. Là, ça devient vraiment instinctif. Moi-même, ça facilite la vie. L'assignement, et ça peut être déroutant parce que vous ne serez pas toujours vous qui écrivez les codes, mais peut-être vous allez modifier le code d'autres personnes. Et il y en a qui sont vraiment très intelligents, ils aiment bien faire les choses qui sont vraiment tordues. Alors, c'est pas tordu ça, c'est très intéressant. Regardez, letList égale 1, 2, 3, c'est un tableau. Regardez, je fais ici, donc ici, on appelle ça du structuring. Je fais ici let, je suis en train de déclarer ici deux variables, une variable A et une variable B. Et je suis en train de les affecter en même temps, leur affecter une valeur. Je fais let A virgule B égale list, égale le tableau. Eh bien, ça va prendre, A va prendre la première valeur, la deuxième valeur ne sera pas considérée, B va prendre la troisième valeur. C'est intéressant ça. Ça peut être intéressant. Et donc, à vous de voir. Et ça aussi, la permutation, ça c'est intéressant. Vous avez une variable A et une variable B, vous voulez les permuter. La variable A et la variable B, vous voulez les permuter. Vous les mettez entre crochets, virgule, et vous les permutez. B va recevoir A et A va recevoir B. Ça, c'est ECMAScript 6. La même chose pour les objets, s'il vous plaît. Vous avez un objet, vous voulez capturer, des attributs de votre objet. Vous pouvez faire ici, oui. Il faut connaître le nom de vos attributs. Là, mon objet, il a l'attribut A, l'attribut B, l'attribut C. Je peux faire ici let A virgule C égale objet. Et là, je suis en train de créer deux variables. Une variable qui s'appelle A, une variable qui s'appelle C ici, et qui vont avoir les attributs ici. A va avoir 23 et C va avoir 24. Ce sont d'autres variables. Ça, c'est ECMAScript 6. Les modules, on va finir avec ça. Les modules. Alors, les modules, c'est quoi les modules? Regardez. Ça veut dire que nous allons utiliser des fichiers séparés. D'accord? Et la plupart du temps, vous allez avoir un fichier main dans lequel vous allez utiliser les autres fichiers. D'accord? Et alors, donc ici, pour utiliser un fichier, on utilise export. Enfin, vous utilisez une ressource donnée, une fonction, une variable, constante. Eh bien, il faut l'exporter pour qu'il soit accessible ailleurs. Ici, je suis dans un fichier qui s'appelle person.js. Et donc ici, je veux créer une classe et l'utiliser ailleurs. Pas dans ce fichier, l'utiliser ailleurs. Je l'exporte. J'exporte la classe person. Maintenant, je suis dans un autre fichier, main.js. Je veux utiliser la personne qui se trouve dans ce fichier. Eh bien, je l'importe. C'est très intuitif. Import person. Il faut mettre ça entre les accolades. From person, le fichier person. Si ça a été dans un dossier, etc., ben, il faut mettre le chemin.
Et là, à partir de là, je peux utiliser une new person, j'utilise la personne. Ça va? Hein? Ah, c'est le fichier JavaScript, c'est ça. Le fichier s'appelle person.js. D'accord? Sans spécifier l'extension. Mais on peut, je pense que même si on spécifie l'extension, ça va marcher. Mais on n'a pas besoin, parce que c'est plus clair sans l'extension. C'est le nom du fichier. Et donc, si ce fichier se trouve dans un dossier, etc., ben, il faut mettre les slash, les chemins, jusqu'à ce fichier. D'accord? Voilà, c'est très simple. Et ça aussi, au niveau d'AngularJS, vous allez avoir à l'utiliser tout le temps, parce que vous allez avoir plusieurs fichiers à manipuler. Alors, mais maintenant, bien sûr, si vous créez vous créez un petit projet et vous essayez d'utiliser les modules. Le problème, comment vous allez faire dans votre browser? Alors, première des choses, il faut transpiler ECMAScript 6 en ECMAScript 5. La deuxième des choses, il faut regrouper tous les fichiers en un seul fichier. Et donc, alors, cette opération-là, pour le faire, pour la première, il vous faut un transpiler. Pour la deuxième, il vous faut un bundler. Et donc, il faut maintenant utiliser des outils qui vont nous automatiser tout ça. Parce que ce n'est pas évident de faire toutes les choses manuellement. Donc, alors, soit je vais installer Babel, par exemple, pour transpiler. Je vais installer Rollup pour faire les bundles. Et je ne vais pas exécuter ça manuellement. Alors, j'ai pris un projet sur Internet, s'il vous plaît. J'ai pris un starter kit qui nous permet de travailler, de commencer de travailler. Mais j'ai cherché, je n'ai pas vraiment trouvé de trucs intéressants, rapides, pour se concentrer sur l'apprentissage ECMAScript 6. Moi, le focus c'est sur ECMAScript 6. Et donc là, j'ai un module qui s'appelle ES6 SAS. Et donc alors, vous l'installez npm install-g ES6 SAS. Il faut l'installer globalement. Et vous créez un dossier, et dans votre dossier, vous entrez dans votre dossier, et vous exécutez, vous avez une commande qui est ES6 SAS, et vous faites init, et ça va vous générer un projet. Et dans ce projet, vous pouvez commencer à travailler. Alors, on va tester. Donc ici, je vais tester ça rapidement. Terminal, je suis dans mon dossier ici. Donc je fais ES6, ben, il faut installer ça. Donc on a dit c'est npm install. Il ne faut pas oublier le -g. Si vous ne mettez pas le -g, ce n'est pas utile. -g, et puis donc ES6 SAS. Alors ça nous permet de faire du ES6, transpiler le ES6, mais aussi le SAS qu'on avait vu avant. Donc, et donc vous faites ça, je ne vais pas le refaire. Et donc après, vous allez voir ES6 SAS, la commande ES6 SAS. Si vous exécutez ça uniquement comme ça va marcher, ou vous mettez init, et ça va vous générer un projet dans votre dossier ici. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce projet? Vous avez ici, un dossier source dans lequel vous avez votre JavaScript. Vous pouvez mettre autant de fichiers que vous voulez JavaScript. Votre CSS, comme on avait vu au niveau votre SAS, vous pouvez mettre autant de fichiers SAS que vous voulez. D'accord? Mais il faut dire le point d'entrée. Parce que pour SAS, ici c'est main.css. C'est là où on va faire ici les imports, si vous vous souvenez. D'accord? Et pour CSS, pour JavaScript, ici, le fichier d'entrée, c'est ici main.js. Et là, j'ai ajouté encore un truc personne. Comme on a vu tout à l'heure, personne. Et donc, alors ici, j'ai ça. Et j'exporte la classe personne. Et à l'intérieur de main.js, j'importe, j'ai personne et employé dans l'autre fichier. Je les importe de personne. Et il faut absolument mettre ici, s'il vous plaît, le point slash. Je ne l'ai pas mis dans les slides. Si vous ne mettez pas ça, ça ne va pas marcher. Il faut mettre le répertoire courant, point slash. D'accord? Et alors, j'ai importé personne, et qu'est-ce que je fais ici? J'exporte, encore une fois, ça, tout simplement. Mais on peut faire, par exemple, je vais ajouter ici, juste console.log, ça marche.
Mais bon, donc ça, c'est juste du JavaScript. Et après ça, alors, vous avez les commandes à utiliser ici. Donc ici, si vous faites ES6, ES6 SAS, help, ça doit vous donner le help. Donc vous avez build, ça vous permet de transpiler et de bundler le ES6 en ES5. Je vais le faire, donc ES6-SAS, ici je fais build. Et ça va me générer ici, ça va me générer dans dist ici le fichier main.js. Alors ici, quand vous transpilez, vous avez vu tout à l'heure, c'était des classes, etc. C'était cool. Écrivez-moi ça, regardez. Je ne sais pas si vous voyez le code que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Ça va? Alors dans mon fichier ici, il suffit d'inclure mon JavaScript. C'est déjà fait dans ma page. Et donc je peux utiliser le JavaScript qui a été généré. Alors j'ai mis la variable dedans par défaut. Et là, si vous allez vers ici la console, je vous le dis parce que votre bibliothèque, quand vous écrivez du JavaScript, donc ici, ma bibliothèque ici, là pour c'est main. Et donc ici, j'ai déclaré personne, j'avais exporté personne et j'avais exporté employé. Eh bien, je les ai ici, donc je peux faire par exemple ici var E égale new. Il s'agit de classe new employé. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'avais mis des paramètres pour employé? Ça devrait être pareil normalement. Donc ici, je vais mettre Toto. Voilà. Et ça va me créer un employé exactement comme tout à l'heure. Mais là, le truc ici, c'est que j'ai créé les classes dans un fichier et j'ai utilisé ça dans un autre fichier. Mais vous pouvez avoir autant de fichiers que vous voulez. Quand vous allez faire build, ça va vous générer un seul fichier à la sortie. Et vous l'appelez comme vous voulez le fichier. Parce que ici, vous pouvez configurer ça. J'ai un fichier de configuration, .es6sas. Et là, vous donnez le nom de votre bibliothèque. C'est pour ça que j'ai fait main.employé. C'est le nom de la bibliothèque. Et vous pouvez dire où se trouve le source de votre JavaScript, le source de votre SCSS et la destination, où vous voulez qu'il vous enregistre ça. Alors, donc, vous avez la destination pour JavaScript et la destination pour CSS. Ça va? Y a-t-il des questions?